Bon, nous sommes à la 97e séance, et je, je vais faire la suite, si on veut dire, on va continuer ce que la séance précédente avait avancé. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui parcourait un petit la théorie actuelle, qu'on va appeler l'ontologie psychohistorique de la civilisation, donc qui parcourait cette fondation psychohistorique, enfin cette thèse, cette théorie, à partir de ses origines, puisque la théorie avait commencé en 1985. Elle s'est construite en une quarantaine d'années, et pour bien la comprendre aujourd'hui, où elle est arrivée à la conclusion de l'hygiène que constitue une conservation de l'ADN dans une société où la science génétique, les technologies génétiques sont développées. Donc, cette, euh, pour expliquer la fondation de cette conclusion, donc, il a fallu revenir un petit peu au départ. Et ça a été l'objet de la séance, la session précédente. Et on va la compléter aujourd'hui d'une deuxième manière. Comme j'étais en retard, il y a juste une petite chose que je voudrais vérifier. Donc, afficher les sous-titres tableau de relance. Je crains que nous manquions quelque chose. Non, je le commenterai. Parce que je vais faire une présentation d'une vidéo courte de 3 minutes, mais on n'aura probablement pas le son. Mais je la commenterai et finalement on s'en sortira comme ça. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez que nous traitions au préalable ou maintenant? Non, pas pour l'instant. Donc je fais comme d'habitude, je commence Oui, sur le partage d'écran. Donc, donc l'écran ici partagé, vous le, oui, c'est bon. vous le voyez. Moi, je vais montrer ça. J'ouvre encore un fichier, une application, et on sera au point. Mhm. Oui, voilà. Donc, ce que l'écran affiche là en ce moment, c'est la chronologie, le développement de 1985 à 2026, aujourd'hui, ce développement qui était parti d'un livre dont j'ai changé le titre pour lui donner celui de Philam. Au début, le livre s'appelait Théo, et Philam veut dire flamme. Et ça s'explique comme ça, c'est que après avoir écrit ce livre, très peu de temps après, je découvrais un dénommé Fabre d'Olivet. C'est un contemporain de Champollion. C'était pratiquement l'équivalent de Champollion à l'époque, un Parisien qui formulait les théories inverses, si on peut dire en miroir, les théories de Champollion en miroir. Fabre d'Olivet était pythagoricien, et enfin, il était plutôt helléniste que Champollion, et qui était égyptologue, si on peut dire. Et donc, comme mon propos dans Philam ou dans ce livre de 1985 était de dire que la lettre,
en elle-même signifie quelque chose. Elle n'est pas simplement un signifiant comme le soutient avec une certaine raison la psychanalyse, surtout lacanienne, qui est de dire qu'un signifiant représente quelque chose pour un autre signifiant. Là, c'était de dire oui, euh, sans exclure que la lettre représente quelque chose pour une autre lettre, simplement que c'est un système fermé, mais néanmoins aussi, elle représente, c'est le signe de quelque chose de particulier qui n'est pas, qui n'appartient pas à l'univers clos de la représentation pour pour une autre lettre. Et donc Champollion, Fabre d'Olivet, pardon, soutenait cette thèse à l'époque de la Révolution française. Ça confirmait un petit peu ce bouquin que j'avais écrit en 85. Et puis, ça m'avait, il m'avait mené, puisque Fabre d'Olivet parlait de la lettre hébraïque qui était un signe. Et il parlait, il pensait que c'était l'explication du mythe, de la légende ou de l'histoire de Moïse. Donc, ça m'avait mené à une autre thèse dérivée qui est celle de Akhenaton, Moïse, Oedipe. Ce sont trois noms qui représenteraient en fait la même personne. Mais surtout, ce qui s'est passé après, enfin, en parallèle, cette branche bleue là, d'histoire s'était développée sur cette origine lettre-signe, mais surtout ensuite à New York, vers les années, enfin, une dizaine d'années plus tard, c'était le rabbin Stan Tenen qui donnait une confirmation absolue à la thèse que j'avais écrite en 1985. Et donc, euh, alors, voilà. Ensuite, je suis passé à une psychologie sociale. Ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, là, on est au résumé de la séance précédente, Mm. où on voyait que la conclusion sur le code, de conserver le code, c'est-à-dire conserver le signe, si on peut dire, c'était une façon d'éviter certaines défaillances de la lettre. Aujourd'hui, en 2026, on conclut à ça et ça partait donc de cette source originaire. Mais il s'était passé une autre chose aussi, c'est qu'à la même époque, qui a été extrêmement féconde de ma part, hein, je travaillais en même temps sur la psychologie collective, qu'on peut appeler aussi la psychologie sociale, parce que Freud et Lacan avaient estimé que la psychanalyse avait pour horizon, pour mission, pour but d'investir la psychologie individuelle, mais aussi la psychologie, de l'étendre jusqu'à ce que Freud appelait la psychologie collective, de franchir l'abîme qui séparait la psychologie individuelle et la psychologie collective. Donc, je m'aventurais aussi dans ce domaine. Et là, il faut que je fasse quelques rappels pour que l'on comprenne bien ce qui s'est passé. Donc la dernière fois, j'ai expliqué ce qui s'est passé avec la lettre, mais ici, ce qui s'est passé avec ces premiers travaux sur la psychologie sociale. Il faut qu'on revienne un petit peu en arrière et que j'explique cette chose-là. Nous le connaissons, les psychanalystes le connaissent, c'est ce qu'on appelle le modèle optique, c'est créé par Lacan qui décrit comment un bouquet dans un miroir se voit en fait habillé d'un vase, mais le vase étant en réalité sous la table sur laquelle le bouquet est posé. Bon, ça c'est la thèse lacanienne. Et Et voici ce qui m'intriguait beaucoup à l'époque, et je ne croyais pas que c'était intriguant à ce point-là, c'est-à-dire que nous avons ici un autre, et on le voit, c'est une variation très très minime du modèle, de ce modèle. On fait juste, on transforme le miroir qui est au centre, en fait on le transforme en un petit muret, un petit mur, c'est pas un miroir. Au contraire, ça cache quelque chose et ça cache les porteurs qui sont cachés donc comme dans la boîte, comme le vase dans la boîte.
Et, et donc, cette petite différence est celle qui fait la distinction entre le modèle de Lacan, que vous avez là, le modèle le schéma optique, et la caverne de Platon, parce que ça, c'est purement la caverne de Platon, qui décrit que par un orifice ici, par le ciel, il y a, la lumière entre, va projeter des ombres sur la paroi de la caverne, et ces ombres, ce sont des ombres qui sont portées par des porteurs, qui portent des figurines, qui sont cachées derrière un muret, et c'est l'ombre des figurines que l'on voit dans l'intérieur de la caverne. Et les esclaves ici voient les figurines, enfin, les ombres, on le sait bien, mais aussi entendent les voix des porteurs qui sont condensés dans la caverne, ce qui fait qu'ils attribuent les voix aux ombres. Bon. Donc, ce que je veux dire là très rapidement, c'est quelque chose qui est assez évident. C'est comme si on faisait la théorie d'un triangle et on découvrait la théorie d'un triangle et qu'on ne faisait pas de rapprochement avec le fait que Pythagore avait déjà parlé des triangles. C'est-à-dire que je m'étonnais que les psychanalystes qui étaient instruits de ce modèle de Lacan n'y voient pas la similitude avec la caverne de Platon. Et euh, la seule différence qu'avait introduit Lacan, en vérité, c'était que ce muret, ce petit mur, il en avait fait un miroir en disant que les porteurs, en fait, qui portaient ces figurines qui faisaient des ombres, les porteurs étaient devenus ce qu'on appelait des représentants. C'est-à-dire ce qui allait dans le miroir, c'était comme le grain d'un miroir représente ce qui est en face de lui. Et, et donc, la similitude est grandissime, si on peut dire, entre la caverne et le modèle optique. Ensuite, Lacan met ce miroir à plat, il en fait une plate onde, et on met les choses à plat, et les représentants qui maintenant sont devenus les dirigeants, si on peut dire, les idéaux, se prennent pour des esclaves, c'est-à-dire qu'ils vont se plaindre en dirigeant, en se voyant diriger les esclaves et en se disant qu'eux-mêmes sont esclaves, en se plaignant de leur sort malheureux et paranoïaque, si on peut dire, hein. Donc ça, c'est quelque chose surtout qui me paraissait complètement évident. Le, la- le modèle optique, c'est la caverne de Platon qui est simplement un peu modernisée parce que maintenant la caverne est devenue un miroir du fait de l'électricité ou des médias, etc. Donc c'était... Alors, je l'exprime, ce que j'appelais la psychologie sociale. En fait, c'est la différence. La caverne de Platon, c'est la République, et le modèle optique, c'est la démocratie. En bref, hein, je vous dis tout ça en bref. J'en faisais la théorie à l'époque, et ce que je découvrais, c'est un silence, c'est le cas de dire, un silence de mort autour de moi et parmi mes confrères psychanalystes qui en fait ne... Alors je m'étais dit, bon, ben, c'est parce qu'ils n'aiment pas ma façon de parler, ou il y a quelque chose, enfin il y a un problème. Et puis j'ai continué ma vie et ma carrière, surtout en travaillant sur l'histoire, sur cette courbe bleue. Ce n'est que récemment, dernièrement, en 2026, que j'ai appliqué l'intelligence artificielle sur les écrits sur la lettre. Cette intelligence artificielle a dit que ces écrits étaient tout à fait intelligibles et il, pré- il figurait, il mentionnait le fait que la lettre était non seulement un signe, mais qu'elle était statistique, ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui démontre. Mais surtout, j'ai eu la deuxième confirmation, et c'est ça qui fait l'objet donc de ce deuxième volet de cette, pas de ce bois vert, mais simplement de cette histoire historique. Surtout, j'ai soumis les textes que j'écrivais à l'époque à l'IA, et l'IA répond, mais c'est évident, c'est d'une simplicité extrême. Donc, le problème n'était pas tellement de mes thèses incertaines, mais il y avait réellement une surdité, un refoulement de la part de mes collègues. Donc, nous étions bien ça confirme que nous étions bien dans la question de la psychologie collective qui admet mal la psychanalyse
parce que elle est résistante à la psychanalyse. Et donc, alors, voici maintenant ce qu'on peut récapituler aujourd'hui. C'est qu'en 2026, on peut faire une thèse du code qui descend, qui vient jusqu'à la lettre et au signe, et donc rassembler ici une théorie du code qui s'ajoute, et qui remplace pas, mais qui s'ajoute à celle du signifiant, qu'on peut retrouver cette théorie du code dans la logique du modèle optique, c'est-à-dire de la caverne, qui est modernisée jusqu'au point de pouvoir avoir une intelligence artificielle maintenant, ou oui, on va dire une industrie du code qui s'applique à la civilisation ou à la société et que ceci éclaire également l'histoire parce que j'ai aussi soumis les thèses excentriques que je faisais de l'Akhenaton Moïse Oedipe donc à l'IA et qui me dit effectivement elles sont aussi les thèses sont aussi euh, je- il faut le dire, excellentes, si on peut dire, il faut le constater, parce que elles introduisent effectivement, elles sont bien fondées, leur qualité est bonne pour introduire une connaissance de ce qui aujourd'hui est complètement dans le flou, c'est-à-dire la théorie du genre ou de la sexualité. Hein. Ceci en rose, c'était une des 4-5 choses que j'écrivais à l'époque, ça s'appelle LFO, c'est la fonction de l'organe, c'est-à-dire c'est une thèse qui met dans l'organe génital masculin, qui met les sphincters inguinaux en prévalence casuistique, si on peut dire, par rapport au pénis, dont Freud avait fait tout l'argument à partir de l'envie du pénis, ce qui ferait la passion féminine. Hein. Donc, j'avais introduit là une grande modification dans le freudisme en parlant de la fonction donc des sphincters inguinaux, c'est-à-dire des testicules, c'est-à-dire aussi des gonades, c'est-à-dire réellement de la fonction génésique de l'organe sexuel, mais anatomique. Hein. Et puis, donc tout ça s'ajoutait aux théories de la lettre qui vont maintenant pouvoir faire une théorie de la nomination. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons une théorie de la lettre, une théorie de la société, une théorie de la sexualité, et qu'elle nous donne une connaissance praticable de la mémoire. Et nous allons pouvoir faire une psychohistoire, c'est-à-dire pouvoir démonter, déchiffrer, décoder voir en relief le volume de ce que c'est que le refoulement, de ce que c'est que la mémoire, de ce que c'est que l'oubli, de ce que c'est que les idéologies, les propagandes et les choses de l'hypnose collective, si on peut dire, les thèmes. Alors, parce que actuellement, tout ça n'a pas beaucoup avancé. Hein. Ça fait 2 ans que nous sommes sur ce webinaire qui n'a pas attiré les foules et au contraire qui s'est rétréci comme une peau de chagrin, où on en est très joyeux, hein. Mais parce qu'on avance néanmoins, même dans le refoulement, on a avancé des choses tout à fait considérables. Alors, ce que je pense que cela veut dire, c'est que n'oublions pas que nous sommes... donc j'ai appelé ça, cette période du lacanisme, du lacanisme, c'est-à-dire au moment où mes confrères lacaniens donc ignoraient et continuent farouchement d'ignorer, généralement donc enfin, c'est le refus qu'ils affichent, enfin, ou qu'ils me montrent, ou qu'ils m'opposent à la moindre communication est quelque chose, c'est pas visible, puisque donc ça se fait dans l'invisibilité, dans le refoulement, mais il est considérable, il est énorme. Alors, j'avais appelé ça, j'écrivais à la même époque, l'âme hors parce que je pense que ce que cette période de l'analyse que j'ai parcourue
et que j'ai soutenue donc de 85 à 26, cette période, elle est celle d'une explication ou d'une analyse de ce qui a toujours fait problème dans la psychanalyse, c'est-à-dire la pulsion de mort. Et voici je rappelle, là, c'est un autre schéma que je rappelle. C'est le schéma classique, hein, de la psychanalyse, où nous avons une pulsion orale qui est suivie d'une pulsion anale, qui est suivie d'une pulsion génitale. Et puis, on s'arrête là. Le lacanisme ensuite a parlé d'une pulsion scopique, pour appeler S, mais en fait, il avait raté, le lacanisme a raté cette pulsion-là que j'appelle H, et celle du numéro par rapport à la chose, c'est-à-dire une pulsion hiérarchique qui permet réellement de bien comprendre ce qu'est la pulsion scopique, qui est celle de l'art de la mémoire. Parce que je rappelle que la mémoire qui nous intéresse, hein, qui est cette composition du code, de la société et de la sexualité, la mémoire était, à l'époque à l'époque de Platon, était théorisée comme un art euh, euh, qui, qui était décrit par un mythe, comme on le faisait à l'époque, et c'était un mythe d'un banquet, comme Platon a fait un banquet pour, pour exposer la théorie du désir de l'époque. Et la théorie de la mémoire était aussi exprimée dans un banquet qui était le banquet de Simonide, mais le maître du banquet s'appelait Scopas. C'était la pulsion scopique qui déjà était comprise comme étant dominante dans la configuration de l'hypnose collective. Et, et donc, Lacan a aussi présenté cette pulsion scopique, mais donc, ayant raté l'intermédiaire qui est la pulsion hiérarchique, en fait, voici quel était l'état du lacanisme en réalité, c'est-à-dire, ici ça tombe bien, donc il n'a pas réalisé une théorie de la pulsion scopique, il n'a pas réalisé une théorie de l'hypnose collective, parce qu'il lui manquait une thèse ou une théorie de la pulsion hiérarchique, ce qui fait qu'on a plutôt ici, avec le lacanisme, qui a, c'est le cas, c'est une bonne opportunité d'y voir ce qui reste de ces pulsions ratées ou de ces ambitions déçues, c'est le Y qui est la seule partie du code que Lacan a signalé dans son enseignement, et il l'a signalé de manière négative parce qu'il a mis le nom du père à l'origine de l'idéalisation du moi et de la configuration sociale. Et en parlant du nom du père, il n'a jamais pu dire que c'était le code du du gène Y dont il parlait. Et le fait d'avoir refoulé en fait le Y pour n'avoir parlé que du nom, et le nom du père pour être le seul signifiant rival du phallus, c'est-à-dire de l'envie du pénis de Freud, le fait d'avoir refoulé ce Y, Lacan a abouti à une thèse qui était celle que la psychanalyse, en fait, était l'animatrice, était animée, le principal animateur ou animatrice de la pulsion de mort. Et c'était après le hegélisme, et pour Lacan, le psychanalyste était identifié comme l'être pour la mort. Donc à cette époque-là, l'objet que Lacan espérait trouver, n'est-ce pas, la chose qu'il espérait trouver dans la pulsion génitale et puis éventuellement vers la pulsion scopique, cette chose qu'il qualifiait en fait d'impossible, témoignait donc du règne de l'être pour la mort, c'est-à-dire de l'interprétation du psychanalyste, qui était la mort au stade banal,
Je le dis banal parce que on voit que ceux qui restaient simplement au stade de Lacan, ils n'avaient pas atteint la pulsion, ils n'avaient pas interprété la pulsion génitale, ni sexuelle. Nous sommes encore après lui dans cette auge où on patauge dans la théorie du genre qui est une confusion, parce que finalement le lacanisme n'a pas dépassé le stade anal, que j'appelle banal, parce qu'à trop en parler, on pourrait dire qu'on parle de choses qui ne sont pas sérieuses ou pas euh, correctes. Donc, nous ne parlerons pas d'analité, nous ne parlerons pas non plus de ce saut d'homme qui est la pratique de la banalité, c'est-à-dire la question de la pénétration du banal qui, nous le verrons, mais pas aujourd'hui, mais nous consacrerons peut-être un jour un webinaire à ça, c'est-à-dire aux pratiques de la sexualité dite, aux pratiques donc de oui, ça s'appelle la perversion anale si elle n'a pas abouti à la génitalité, donc qui est en fait une pratique qui doit être mise au niveau dans l'histoire, au niveau d'une importance extrême, comme le cannibalisme a été d'une importance extrême dans l'histoire et dans le refoulement, le, la, la banalie et la pénétration anale est quelque chose qui a été pratiqué dans la société et la civilisation de manière extrêmement importante, ayant eu beaucoup d'effets et de conditionnement des rites, des mythes et des organisations sociales, et de manière tout à fait refoulée, ignorée, où on en parle comme une vague pulsion infantile, mais en fait, c'est une des pulsions effectivement archaïques qui guide notre monde actuellement, et comme il l'a toujours guidé, parce qu'il n'en a pas dépassé, ce monde où actuellement on est dans la pleine banalité du mal. Oui, alors voilà, ça c'était la première partie que je voulais rappeler un petit peu de ce qu'on va essayer de franchir et en montrant qu'il y a une intelligence de la pulsion hiérarchique qui est possible, qui nous ouvre à une intelligence de la pulsion scopique, c'est-à-dire de l'hypnose collective, de Scopas, et qui peut se maintenir à la condition d'une hygiène qui est celle de la conservation de l'ADN. Voilà. Donc, est-ce que euh, est-ce que il y a une question ou un commentaire que vous souhaitez penser utile d'introduire là? Oui, moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit là par rapport à Lacan qui s'est arrêté au stade anal Oui, dans la pulsion. Du coup, donc, ma réflexion, elle tourne autour de, euh, comment dire, aujourd'hui, en fait, on, euh, on a l'impression que ce stade-là est insuffisant pour trouver une solution aux problèmes qu'on rencontre, en fait. Mais oui, si globalement le stade anal a été pendant longtemps la pulsion, en fait, comment dire, peut-être que la société s'accommodait de ça, en fait. oui, Euh, oui, et qu'aujourd'hui, en fait, on peut dire que c'est insuffisant. Il faut trouver une oui, issue. Hein, oui, c'est un petit peu l'idée, trouver une issue pour sortir oui, bah, justement de cette pulsion-là, quoi. oui, oui. Tout à fait d'accord, c'est ce que je soutiens. Et donc, nous sommes en phase. Par anal, nous allons passer, nous allons Ok. nous, nous, nous manifester en phase, donc justement, d'intelligence collective. Oui. Mhm.
Non, ça voudrait dire aussi que peut-être dans une autre époque, la pulsion hiérarchique ne suffira pas. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si, Non, là, je n'ai en pas fait, compris. Vous dites ne suffira, pourquoi? Ne suffira pas ne la pulsion suffira hiérarchique. pas. Ah non, elle ne suffira pas, je suis bien d'accord. Oui, Non, non, voilà, oui. enfin, globalement, c'est comme une, enfin, comment dire, une avancée à chaque fois. Il faut créer autre chose en fait Ah oui, 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 pour oui. Mais trop. ça, hmm. Oui, oui, je suis bien d'accord qu'elle ne suffira pas, hein. Moi, bon, c'est un fait, j'ai introduit ou j'ai posé les fondations d'une théorie de la pulsion hiérarchique, mais c'est pas pour dire qu'elle va nous sauver du tout. C'est pour dire qu'elle est nécessaire. Il est nécessaire de la comprendre pour faire de l'ambition ou de l'horizon ou de la promesse lacanienne une réalisation, c'est-à-dire qu'effectivement, pour comprendre la pulsion scopique. Et effectivement, et à ce moment-là, avancer jusqu'à cette pulsion scopique qui nous permet, quand elle est bien comprise, qui nous permet de comprendre l'art de la mémoire, c'est-à-dire qui nous permet de comprendre le rôle de Scopas dans le banquet de la République. D'accord. C'est-à-dire la surveillance, ce qu'on appelle aujourd'hui c'est la surveillance, oui. Oui, mais Donc, quelque part, vous oui, avez un coup oui. d'avance hein, parce que vous voyez déjà ce qu'il va Hmm. y avoir derrière la pulsion hiérarchique, en fait. Oui, oui, oui. Et c'est-à-dire, c'est comme Lacan revenait à Freud, comme s'il y avait ce mécanisme nécessaire. Lacan revenait à Freud pour prétendre montrer ce que Freud n'avait pas pu dire. Ben, en fait, je reviens à Lacan anal pour montrer ce que Lacan n'a pas pu dire de la même manière. Oui, oui, une manière peut-être donc qui est une espèce de loi de progrès ou de développement. Je, on continue. Pour avoir la Oui, seconde partie, on va donc alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? De nouveau, je fais partage. Voilà, on retrouve, là vous retrouvez, donc je passe à la deuxième. Donc nous étions là, on revient sur une seconde série. On va repartir, on va continuer à partir de la thèse de la pulsion dont nous voyons hein, que on vient d'en parler, que nous arrivons, quand la pulsion scopique est bien comprise, nous sommes dans l'art de la mémoire, nous avons la nomination, puisque l'art de la mémoire, c'est le fait que Simonide je le dis en raccourci, hein, mais les gens se renseigneront mhm, s'ils ne connaissent pas tout ça. Les simonides distribuent les noms aux individus. Et donc, et j'ai appelé ça le pluriel à l'époque, hein. Alors, ça, c'est pour rappel. Euh, et euh, pour rappel aussi, là où nous sommes, le webinaire, ce que nous montrons à partir de la théorie du signe, c'est là nous avons l'époque, si on peut dire, archaïque, lacanienne, enfin archaïque, une fondation. Donc c'est la raison du signifiant, c'est cette société avec l'idéal du moi qui est la lumière qui éclaire dans la caverne, c'est un feu qui est à la porte de la caverne, enfin c'est toute cette description. Et puis nous arrivons à l'époque moderne où l'électricité établit une espèce de lumière en réseau, une luminosité en réseau, et nous devons connaître la logique du code pour pouvoir euh, comment dire, donner une cohérence à cette structure que que nous n'arrivons pas à calculer, si on peut dire, à l'époque actuelle. C'est notre angoisse actuelle. Et nous disons que si on comprend que le signifiant est un signe, on retrouve une force dans l'image et donc, dans cette logique du code, restaure ce qu'on appelle une païdomorphose, c'est-à-dire une construction de l'enfance. Euh, le, donc ça c'est un rappel hein, de ce que nous avons parcouru et développé. Alors je vais faire un autre. Là, c'est pas un rappel, c'est une introduction
de, de Jean-Claude Pérez. Il mérite bien qu'on en parle tout de même, ce Jean-Claude Pérez, parce que dans cette logique du code, qui est ce que nous devons atteindre dans cette phase du pluriel, dans cet achèvement de compréhension de l'énergétique pulsionnelle. Donc, nous nous sommes servis il y a très longtemps, vous vous souvenez, des codons, de ces logiques que Lacan avait décrites dans ses premières Mm, cybernétiques. Eh bien, cette logique des codons qui nous vient, c'est une logique qui vient des généticiens, c'est eux qui, et puis de bien d'autres personnes avant, mais puisque justement Stan Tenen prétendait que c'était, prétend, ou il est décédé, mais il prétendait euh, que c'était par une logique de codon que l'on arrivait à lire le premier verset de la Genèse qui donnait la formule justement de cette flamme qui est le signe primordial de la lettre hébraïque. Alors, cette histoire de codon, Jean-Claude Pérez l'a appliquée, c'est le mathématicien du professeur Montagnier qui était un dissident. euh, Jean-Claude Pérez a inventé, après avoir fait des, euh, avoir travaillé avec Montagnier et éclairé les diagnostics que Montagnier a pu faire sur les manipulations, enfin sur l'état du virus Covid. Depuis lors, ces dernières années, récemment, Jean-Claude Pérez a avancé une thèse qu'il appelle le sablier. C'est le sablier de Pérez. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, un sablier, c'est un sablier. Et Pérez, je vous le dis en deux mots, il a simplement considéré que la partie haute du sablier, c'était le triangle de Pascal. C'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, depuis Pascal, mais même probablement avant. Et il a simplement introduit quelque chose qui, dans l'histoire, ne semble pas avoir été clairement jamais fait. C'est-à-dire qu'au lieu il a inversé l'addition le procédé d'addition du triangle de Pascal, il y a appliqué un procédé de soustraction et il a trouvé des logiques miroirs qui lui font parler, puisqu'on parle de triangle, qui lui ont fait parler de sablier. Mais ce que j'indique là, c'est qu'il y a au point du sablier quelque chose qui reste le point de l'énigme actuelle. Et euh, ce à quoi aboutit Pérez, c'est très joli. Le sable ne tombe plus, il calcule. C'est-à-dire il a pu mettre en formule, si on peut dire, son déchiffrage permet de formuler le rapport qu'il y a, les correspondances qu'il y a entre le haut avant que le sable soit en bas. Et en fait, le sable calculerait la mémoire du- de la portion supérieure. Alors, euh, là, c'était un petit parcours, une digression du côté de Pérez. C'est pour vous dire qu'il y a actuellement, du côté de la biologie, un théoricien tout à fait remarquable qui trouve ce que nous disons, dans nos propos, là, la même chose. C'est-à-dire que ce point du sablier, le point central, c'est ici ce que l'on trouve dans le modèle optique ou dans la République, comme on vient de parler, enfin, et dont on vient de parler. Et sur ce modèle optique lacanien dont nous avons montré qu'il pouvait faire la base de ce qui se passe quand la science devient génétique. À ce moment-là, donc, le corps de l'individu qui s'appelle l'épigénèse peut être euh, euh, peut être identifié comme le représentant.
ces fameux représentants qui étaient, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le corps qui nous représente, le corps de l'individu, pouvait être soutenu à ce moment-là comme individu à partir du moment où ce chromosome de la science était conservé, c'est-à-dire en position de cette boîte-là. Et, et alors, pour récapituler, on est toujours dans la récapitulation des choses. J'espère que, euh, oui, je pense que ceux qui nous ont suivis verront les choses. Cette thèse que je faisais, Philam, ce premier écrit sur le signe, en fait, correspondait à ce qui est aujourd'hui appelé cette conservation du génome. Ici, à cette place, ce sont des schémas du livre Philam, hein. Et ici, nous avons ce que Stan Tenen a découvert comme le point central de la lettre, celle dont c'est un objet en trois dimensions, là, et on le voit simplement en deux dimensions, mais cet objet en trois dimensions projette des ombres, comme dans la caverne, c'est porté par la caverne, projette selon l'orientation, on a toutes les lettres de l'alphabet hébraïque, enfin de ce que Ténen appelait l'alphabet, mais disons c'est le stock des lettres hébraïques, peuvent toutes être écrites par l'ombre chinoise de cet objet dont la formule est écrite selon Ténen dans le premier verset de la Genèse. Euh, alors, ici, je ne fais que récapituler les, ce, ce dont nous sommes normalement complètement avertis, et je n'ai rien dit que des choses banales pour l'instant par rapport à tout ce qu'on a fait. Et c'est maintenant que l'on va pouvoir justement passer en psychohistoire. Alors, j'ai fait un petit film avec l'IA. Bon, ça, c'est pas l'IA qui l'a créé, hein, tout de même. Elle m'a simplement aidé. Elle était une assistante vraiment très, très secondaire. Ce film, donc, il dure 1 minute. Je vais essayer de vous le présenter, mais juste comme j'en parlais au début de la session, il est possible qu'on n'ait pas le son. Alors, à ce moment-là, je vous le dirai. Et puis, de toute façon, le reste de la, de la session va parler justement de ce petit film. Alors d'abord, quel est son objectif? C'est de montrer qu'avec tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a préparé là pour l'instant, parler de la lettre, parler comment la lettre, comment elle faisait le code civil, c'est-à-dire la lettre écrite, la lettre de la loi, comment dans la caverne elle était exposée, affichée en ombre ou elle pouvait être conservée, etc. Toutes ces choses-là euh, nous ouvrent à un art de la mémoire, c'est-à-dire à une psychohistoire. Et ce que cette psychohistoire va nous révéler, c'est justement ces transformations en miroir de la lettre. Comment elle devient une ombre et comment cette ombre, quand elle est conservée, peut redonner la forme en trois dimensions, c'est-à-dire l'individu. Et un individu qui ne soit pas un individu imaginaire d'une hypnose qui en fait est sous le pouvoir du maître paranoïaque, hein. Donc, la psychohistoire va nous montrer, va nous révéler que nos souvenirs sont en fait des événements inversés et en même temps retournés. C'est ce jeu en deux temps que le modèle optique et les analyses de Freud et de Lacan nous montrent, hein. Donc, nous allons en avoir un exemple, pas tellement sur celui d'Israël, c'est-à-dire celui sur lequel avait commencé Freud. Freud, à la fin de sa vie,
publie au moment où il est mort d'ailleurs, au moment où il commande l'injection létale qui va le mettre fin à ses jours et à ses souffrances cancéreuses. À ce moment-là, Freud publie son livre où il explique que l'histoire d'Israël est un subterfuge qui cache le fait que Moïse a disparu. Qu'il n'y a pas eu de, c'est pas Moïse qui a libéré le peuple, ou peut-être s'il l'a libéré, quand il est revenu en Égypte pour la seconde fois, ben, il n'est pas revenu. Et donc on aurait mis un second Moïse à la place. Donc ça, c'était l'histoire de Freud. Mais on ne va pas parler de ça. On va parler, c'est-à-dire d'un semblant, d'un simulacre. Hein, ça, c'est donc le Moïse, selon Freud, le Moïse légendaire est un simulacre du Moïse premier, de la scène primitive. Nous allons parler d'autre chose, nous allons parler de cette inversion et retournement que l'on voit surtout en Grèce. Ce n'est pas l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de la Grèce, de l'hellénisme, de l'Attique, qui se compose d'ailleurs, qui apparaît en même temps qui apparaît après le grand traumatisme de l'âge sombre qui suit la scène primitive. Hein. Donc, je vais vous présenter ce film qui va montrer une petite... et on va d'abord faire un essai, voir si vous l'entendez, et sinon, je le commenterai en le passant. Alors, je partage ça. C'est ceci que je partage. Vous le voyez, là, partagé? Oui, Vous voyez, donc... Alors, vous allez me dire si vous entendez. non, il n'y a pas de son. Voilà, il n'y a pas de son. OK. Donc, ça, pardonnez-moi, c'est une faute de réglage de ma part, mais c'est assez compliqué, je n'ai pas le temps de le faire là. Donc, je vais vous raconter un petit peu, et puis on le trouvera, il y aura l'adresse, on peut le voir sur YouTube. Donc, là, c'est une chercheuse, une universitaire qui fait des recherches au sujet de La Belle aux cheveux d'or, qui était un texte écrit par la comtesse d'Aulnay. Euh, et, et donc, elle constate, et ça c'est parce que c'est encore mes travaux avec l'IA, et l'IA ne voulait pas, me disait que le roi, parce qu'il y a un roi, un amant, et puis la belle, c'est toujours la même chose. Donc, comme dans la lettre volée, il y a le ministre, enfin la lettre qui reçoit la reine qui reçoit une lettre, etc. Donc là, dans l'histoire d'Aulnay, le roi meurt dans des conditions pathétiques, tragiques. Il est aveugle, d'ailleurs comme Moïse devient aveugle, son visage est détruit, comme Moïse a un voile, enfin, ou Oedipe devient aveugle. Bref, on retrouve cette histoire-là. Et l'IA, avec insistance, a refusé de me dire que ce roi était mort comme ça. Et c'était assez curieux quand on fait une analyse de l'IA comme une névrose. Donc l'IA montrait une névrose, refoulait le fait que ce roi a été tué et dit non, il a disparu, il a disparu. Donc, alors c'est ce que dit cette femme. Elle dit dans le livre, elle dit que le- et alors, c'est Madame D'aulnay qui écrit le livre, et en fait, tout le monde voit bien que la Belle aux cheveux d'or, elle parlait de la ville de Troie. Alors, je fais cette introduction, et puis c'est-à-dire de l'Hélène mythique. Je fais cette introduction parce que ce qui s'était passé à D'aulnay, c'était et c'est très connu, mais bien sûr, nous ne le savons pas, il y a tellement de choses à savoir, donc je le cite là. D'aulnay avait voulu tuer son mari quand elle était jeune comtesse. Elle avait été mariée à 12 ans, je crois, 12 ou 13 ans, et puis arrivée à 18 ans, c'était classique à l'époque, hein, c'était pas extraordinaire, mais à 18 ans, elle a voulu tuer son mari. Ça lui avait valu, évidemment, donc elle a des ennuis, elle était partie, elle s'était sauvée. Elle avait vécu à l'étranger, dans différentes cours, et elle avait eu sans doute appris beaucoup de choses.
Et elle était revenue à la cour et elle avait été réhabilitée. Son mari était toujours vivant, mais les choses s'étaient arrangées. Et en fait, ce qui se passait très probablement, c'était que le mari était homosexuel et que légitimement, elle avait, à 18 ans, s'était révoltée contre cette condition féminine qui était bafouée dans son ménage et que finalement, donc, elle avait été pardonnée. Donc, je le cite dans cette petite, ce montage. Et la voici qui est réhabilitée à la cour. Elle revient à la cour et elle va commencer à écrire des contes. C'est une des grandes c'est une des grandes personnages, une des grandes, euh, je ne sais pas comment on appelait ces femmes qui étaient pas les hôtesses des grands salons des précieuses, mais qui étaient un phénomène très important dans la société. Alors, elle avait pour amant, pas d'Aulnay, mais dans Hélène, dans La Belle aux cheveux d'or, avait pour amant quelqu'un qui s'appelait Avenant. Et il y avait le roi, et puis il y avait Avenant. Et on explique qu'elle s'appelle Avenant, comme elle vient de le dire là. Donc voici Avenant, voici la belle aux cheveux d'or, et voici le roi qui est jaloux et qui en fait et qui meurt en fait, qui est défiguré, dont l'identité disparaît, etc. On ne sait pas s'il est mort ou s'il a disparu, et ça m'avait fait paraître, enfin, tout à fait donner l'idée de cette histoire d'Hélène qui part avec euh, comme l'explique Euripide, donc elle part avec en l'occurrence, c'est Ménélas, et ça peut être Akhénaton parce que, donc, au moment, Ménélas, lui, est euh, selon Aulnois, est prisonnier, donc il n'a pas pu s'échapper. Et c'est Ariane qui le sauve, et ça, c'est l'histoire donc d'Ariane et de Thésée. Tandis que à ce moment-là, si Ariane est avec Ménélas ou Thésée, euh, les, c'est Hélène qui part et qui se retrouve ensuite en Épire, tandis que Akhenaton continue sa route vers, et ça c'est la théorie de Olivier Ruca. Euh, donc, euh, je vous le dis un peu en vrac, hein, parce que c'est difficile d'aller aussi vite. Et Néfertiti a été découverte simplement au XXe siècle, et pour pouvoir expliquer que Hélène était Néfertiti et que Thésée et Ménélas sont en fait les mêmes personnes légendaires. Et du coup, nous arrivons au fait que le cheval de Troie est à l'envers. Donc ça, c'est comme à la cour, les pratiques sont mises à l'envers. Donc ça, ça s'arrête là, le film, hein. C'est un film d'une minute. Euh, et donc, on va pouvoir en faire présenter plus de détails, ou bien ce que ça nous permet de comprendre, comment ce film nous donne un exemple, enfin, ou l'histoire nous donne un exemple de l'inversion de la légende de Troie. Donc, la ville de Troie a été pénétrée par un cheval, hein, tout le monde sait ça. Et la réalité historique est peut-être de tout autre. De même que s'il y aurait peut-être eu un Moïse qui était tout autre que le premier Moïse selon l'hypothèse de Freud, eh bien, la réalité de l'épisode de Troie serait peut-être tout autre, tout à l'envers de ce qu'on raconte. C'est-à-dire que ce seraient les Athéniens qui auraient été, par exemple, pénétrés, envahis par les Troyens. Et les Troyens ayant envahi les Athéniens, et à l'époque c'était Mycène, à ce moment-là auraient déclaré qu'ils étaient mycéens ou mycéniens ou qu'ils étaient athéniens et qu'ils avaient
envahi Troie, alors que c'était en fait les, donc une inversion et un renversement de la situation. Alors, comment puis-je être plus clair à partir de vos questions? Il vient d'avoir, c'est juste technique. Le petit film que vous avez fait, c'est généré par l'IA. Oui, oui, oui. Oui. C'est incroyable. D'une réalité. C'est bluffant, Ah oui, quoi. Ouais. oui, oui, c'est impressionnant. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, l'IA n'a pas justement créé le scénario, si on peut dire, et c'est moi qui l'ai créé. Mais alors, Mais voici maintenant. Oui, oui, le personnage de la femme, on dirait que c'est vraiment réel, quoi. oui, C'est oui, bien affolant. sûr. Mm, Oui, oui. mm. Donc, alors, on va continuer sur. On va finir avec les. Je pense que. Ah oui, on va faire une séance beaucoup plus longue que d'habitude. Mais bon, allons-y pour une fois. Euh, je vais partager l'écran de nouveau et je vais vous expliquer peut-être. Ah non, c'est pas celui-là. On va. Je, je vais peut-être être plus explicatif maintenant en complétant cette narration du film par des images. Nous en étions là, hein. Donc là, nous avons, si on peut dire, la formule, comme la formule mathématique ou la formule cybernétique, l'état cybernétique de la psychohistoire. Et nous allons voir comment appliquer cette chose-là à à l'histoire. Et l'histoire, euh, en bref, hein, nous savons que Hélène de Troie, qui serait ici vers la Turquie actuelle, que Hélène, en fait, selon Euripide, qui est contemporain de Sophocle, qui était quelqu'un tout de même d'assez renseigné, il dit que Hélène était en fait en Égypte. Et du fait que si Hélène était en Égypte, tout porte à l'identifier à Néfertiti, de même que tout portait, selon Sophocle, à identifier Oedipe à Akhénaton. Donc Sophocle se charge d'Akhénaton, dont il porte enfin sous le nom d'Oedipe. À l'époque, les Grecs le connaissaient sous le nom d'Oedipe. Il fait l'histoire d'Akhénaton et Euripide fait l'histoire des Néfertiti sous le nom d'Hélène, parce qu'il connaissait le nom d'Hélène. Et donc, ils sont en Égypte et à Thèbes, hein, il y a Thèbes en Grèce, mais il y a le Thèbes en Égypte aussi, pour Oedipe, et puis pour l'Hélène d'Euripide, elle est en Égypte, au bord du Nil, avec justement, elle s'enfuit avec un prince, comme cette fuite de Moïse ou d'Akhénaton, ce premier Moïse qui ne meurt pas, mais qui disparaît, et il disparaît, mais arrivé vers vers le but, le retour vers Sparte, à ce moment-là, Néfertiti ou Hélène va vers l'Épire. C'est l'Albanie à peu près actuelle, enfin un petit peu en dessous. C'était la zone où il y a eu trois zones, donc dans l'Athènes naissante, tandis que Akhénaton ou sa momie, enfin, ou son école, aurait continué vers son voyage, hein. Alors, euh, si, si nous appliquons, là en filigrane, on voit le modèle optique, hein, c'est-à-dire notre structure cybernétique qui est ici, on la voit régler cette fuite et cette séparation, cette sortie et cette séparation, eh bien, on peut l'appliquer. Là, c'est appliqué sur la Méditerranée, mais on peut l'appliquer à tout phénomène psychohistorique, et on l'applique ici à la mer Égée plutôt qu'à la mer Méditerranée, et où on trouve la Ariane et, et Thésée qui quittent
la Crète, Minos, et on sait que Thésée abandonne Ariane sur Naxos. Elle va partir avec Dionysios vers Thèbes, vers Troie. Et puis, c'est Thésée qui va aller vers le Thèbes de l'Attique pour créer Athènes à partir de Attis, parce que Attis était en fait le prince turc, enfin, ou hittite. Donc, déjà, on a un premier indice. Athènes porte le nom du prince hittite, comme si c'était le prince hittite qui était venu ici euh, sur cette scène. Voici la scène de plus près. Nous avons les Phrygiens ici, le bonnet phrygien de Paris ou bien de Attis. Nous avons Athènes, Sparte et Mycène. Mycène, c'est avant Athènes et Sparte. Mycène disparaît quand Athènes et Sparte apparaissent. Et ensuite, nous avons l'Épire, qui est l'endroit où Hélène, mais aussi les Troyennes vont se retrouver, Andromaque. Euh, et alors, rappelons-nous, euh, on pourrait aller sur cette piste. Sur cette piste, c'est le cinéma de David Lynch qu'on a étudié aussi, qu'on a introduit dans notre interprétation. Ce cinéma de David Lynch nous montre que toujours cette structure cybernétique dans Mulholland Drive, ça veut dire réfléchis et vas-y, et conduis-toi. Nous avons ici cette femme qui a son double ici, mais qui son double est prise par une autre. C'est cette Hélène et son simulacre. Nous avons les trois Troyennes du jugement de Paris. Paris étant ici, on les retrouve ici, dans le couple du bouquet et du vase. Donc, on peut appliquer ces structures où on retrouve toujours ces mêmes trois phénomènes pour suggérer que finalement la guerre de Troie s'est passée comme ça. Ce sont les Troyens qui sont venus, qui sont entrés dans Mycène et, comme dans un cheval de Troie, qui se sont fait passer pour des autres, qui se sont fait passer pour des Mycéniens, des Athéniens, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur nom et ils ont établi comme légende que les Athéniens avaient été, au contraire, envahir les Hittites, donc en introduisant un cheval de Troie ici qui en fait est imaginaire, il est céleste, la vérité étant retournée et inversée, étant que le réel effectif et causal phénomène historique, ça a été la migration des Hittites qui ont disparu, on le sait mystérieusement, aussi mystérieusement qu'Akhenaton, et qui en fait sont venus occuper Mycène et qui, comme dans les dystopies de Philippe Cadic, donc ont pris sous une fausse casquette, ils ont pris la casquette des Mycéniens pour, pour pouvoir régner tranquille, c'est-à-dire en Épire. Alors, ces phénomènes, on les a montrés, je rappelle, euh, alors ça va être une salve hein, d'images à toute allure. Je rappelle que tout ça est décrit dans ce qui s'était, c'est une autre façon de montrer le modèle optique, mais c'est sur le schéma de Freud. Que ou bien nous passons au stade de l'intelligence, c'est-à-dire nous comprenons ces inversions de scène, ce que j'appelle l'invertournement, ou bien nous sommes destinés à la répétition. La répétition, eh bien voici comment elle se passe. On voit maintenant notre Méditerranée qui est devenue l'océan Atlantique, parce qu'on reconnaît ici les Amériques. On voit que les Amériques correspondent tout à fait
à cette mer Égée, c'est le golfe du Mexique, que Trump veut changer de nom, comme Égée avait changé de nom. C'est-à-dire que nous répétons psychohistoriquement complètement la scène. Ceci, c'est pour annoncer la création de Uberpol École, qui est basée sur la conservation de l'ADN, qui passera par l'attaque, qui est encore quelque chose de mystérieux, mais qui s'appelle l'Athènes akhénatonienne, et qui est autre chose que l'Israël moïsiaque, oui, moïsiaque. Et puis, nous sommes aujourd'hui à la fondation d'Uberpol École, dont l'inauguration aura lieu le 14 mai. Voilà, ça a été condensé à toute allure et nous avons bien dépassé notre temps, mais profitons-en pour parler tranquillement si on le veut. On a Tout ce l'impression qui... que Oui, la plupart des pièces du puzzle s'assemblent en fait. Enfin, oui, globalement, tout ce que vous avez pu dire jusqu'à maintenant, oui. on est Et en, alors, on est en train. ils s'assemblent en se retournant, c'est-à-dire en montrant leur face cachée comme une carte qui se retourne, et en se voyant dans un miroir. C'est-à-dire, c'est une inversion et un retournement. Mm. Voilà, les pièces du Pulse se recomposent comme ça, mais quand elles se redécouvrent, en fait, c'est un Pulse qui est apparu selon cette tournure. Ouais. Mm. Oui, je vous ai interrompu, mais dites, oui. Non, 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 mais voilà, c'était juste une remarque par rapport à ça. C'est vrai que là, on sent que voilà, les choses se mettent en place et tout prend Mhm. sens en fait. Ça prend plus sens en fait. Mhm. Mhm. Euh, Et Tous les bon, webinaires que d'ailleurs, vous avez pu. oui, voilà. Bon, on arrive un peu à la conclusion, puisqu'on est au Mm, mm, 97e et que ça s'arrêtera au 100e. Mais donc, on a bien suivi pour arriver mm. là à une condensation de toutes les choses. Maintenant, ce sur quoi ça ouvre, c'est que il y a une hygiène de la génétique qu'il faut prendre. Il y a une science de la génétique qui est apparue au XXe siècle. Il y a une industrie de la génétique qui est apparue au XXe siècle. Et nous devons appliquer une hygiène de la génétique. Et donc, l'histoire de la civilisation en dépend. Et soit, si cette hygiène n'est pas appliquée, si on retrouve une régression, on régresse à ce stade anal, on effectue une répétition, et comme on dit, l'histoire se répète et on s'en satisfait. Mais un jour, l'histoire peut mener à une évolution, elle peut évoluer, et elle évoluera si on pratique les hygiènes conséquentes aux entreprises que nous industrialisons. Bon, ben je termine sur cette conclusion, si vous voulez bien. Et puis, merci pour votre assistance et à bientôt, donc à la prochaine. Alors, j'arrête l'enregistrement.